podcast. Histoire d'animaux. Le ragondin, maître des souterrains. Alors à quoi ça ressemble un ragondin? Ben voilà. On l'appelle aussi rat musqué et ondatra. Ah, c'est un rat musqué! Eh oui. Ah, voilà, j'y suis. Écoutez, vous vous rappelez le campagnol dont on parlait l'autre jour? Très bien. Eh bien, vous le multipliez par 100, vous lui mettez une queue écailleuse, un peu semblable à celle d'un castor, vous lui ajoutez des pieds palmés à ses pattes de derrière, et puis vous avez l'animal en question. 35 cm de long, plus 30 pour la queue écailleuse, des oreilles rondes sur une tête de rongeur, le tout recouvert d'une fourrure qui va du brun argenté au noirâtre avec un sous-poil épais, très doux, très solide, que les fourreurs ont baptisé castor du Canada. D'autant plus justement qu'il vit sur l'eau et dans l'eau, comme un castor, dont il a un peu la silhouette d'ailleurs. Seulement voilà, il n'a pas les vertus du castor. Le castor construit des cabanes, fait des barrages, le tout en bois, qu'il mange par-dessus le marché. Bref, il se conduit bien. Tandis que le ragondin passe sa vie à faire des tunnels dans les digues, les berges des étangs, des lacs, des cours d'eau et des marais où il s'est installé. Notez qu'il lui arrive aussi, quand il est dans un très grand marais, de construire de véritables huttes, 1,50 m de diamètre et 1,20 m de haut, avec des végétaux qui cimentent avec de la boue. Au milieu, il s'aménage un petit lit de feuilles qu'il a découpé en lanières. Et puis il y a des galeries sous l'eau qui permettent d'entrer dans cette maison et puis d'en sortir. Ça, dans les très grands marais, j'allais dire les marais sauvages. Bon, ça fait pas de mal. Seulement, chez nous, en France, qui sommes un pays civilisé, il n'y a plus, ou presque plus, de ces marais sauvages. On les exploite, c'est-à-dire qu'on les borde de digues, de levées de terre. Et là, comme sur les berges des cours d'eau où il s'installe, le ragondin, au lieu de construire cette hutte dont je vous parlais, estime qu'on l'a construite pour lui et se met à y creuser un réseau inextricable de terriers, de couloirs qui conduisent au fameux nid tapissé de feuilles. Alors bien sûr, elle est tellement forée de tunnels, la berge s'effondre, la levée de terre disparaît, minée par ces terriers interminables, d'où la haine du propriétaire pour le ragondin. Dites le mot ragondin devant un agent des eaux et forêts, il ira chercher son fusil. À part ça, un curieux personnage qui peut rester 12 minutes sous l'eau, ce qui rend sa capture difficile, ou bien malin. Quand son étang est glacé, il maintient des trous d'aération dans la glace pour pouvoir monter et respirer. Et puis de peur qu'on le surprenne, il cache ses trous avec des branchages. C'est bien. C'est très astucieux. Il mange des plantes aquatiques et leurs racines, ce qui est gentil de sa part, parce que ça nettoie l'étang. Seulement en hiver, comme il ne fait pas de provisions et qu'il n'hiverne pas, il va aussi ravager les maïs, les luzernes, les trèfles qui entourent son étang. Puis naturellement, il mange des écrevisses et des poissons. D'où la colère des pisciculteurs. Le pire, c'est qu'il se reproduit à toute allure. 3 ou 4 nichées entre novembre et avril, de chacune 5 à 7 ragondinets, que la mère sèvre au bout d'un mois, puis qu'elle met à la porte du nid, et qui commencent leurs dégâts pendant que madame prépare une seconde nichée. Le grave, c'est que tout ça n'était pas grave au Canada ou aux USA, où vivait l'ondatra. L'ondatra? Ben oui, c'est le ragondin de là-bas. Ah oui, c'est vrai. Dans les immenses étendues marécageuses du Nord, on le chassait pour sa fourrure. On s'amusait les jours de crue de voir les ragondins se rassembler sur des radeaux de végétation flottante que la crue avait emportés. Puis là-bas, il avait des foules d'ennemis naturels. La buse, le grand-duc, les pirargues à tête blanche, qui sont des aigles magnifiques. Les renards, les coyotes, les ratons laveurs. Sans parler des alligators dans les marais du Sud, du vison qui adore manger du ragondin. Bref, la population se limitait normalement. Et comme il habitait des régions absolument sauvages, ses dégâts étaient nuls. Et sa fourrure rapportait beaucoup d'argent. Donc on l'aimait bien. Donc on l'aimait bien. Et c'est précisément parce qu'il rapportait beaucoup d'argent que nos malheurs sont arrivés. En 1905, on a eu l'idée d'élever des ragondins en Europe. D'abord, dans ce qui devait devenir la Tchécoslovaquie. Naturellement, il a creusé des trous. Il est sorti de ses élevages et il est allé s'installer dans les plans d'eau de Bohême. 9 ans plus tard, on estimait qu'il y avait là 2 millions de ragondins occupés à détruire les digues, les levées de terre, limitant des étangs, les berges et les rivières. Et puis l'invasion a gagné la Bavière, à la cadence de 70 km par an. En 1933, on trouvait du ragondin sur 200 000 km² d'Europe centrale. Un désastre. Chez nous, le processus a été le même. Quelques élevages en 1920, et maintenant il occupe, après évasion, tout le nord de la France, à peu près, d'une ligne qui irait de Belfort à Nantes. En Angleterre, ça a été la même chose, mais là, il y a eu une campagne d'éradication en 1937, et on ne trouve presque plus de ragondins dévastateurs dans les îles britanniques. Autrement dit,
Quand il est dans son habitat naturel, des marais sans fin, le ragondin ne fait pas de mal. Mais dès qu'on le laisse entrer dans un pays où le marais est exploité, entretenu, bordé de levées de terre, il devient nuisible. Et bien par notre faute. Il aurait fallu, avant d'importer des ragondins chez nous, réfléchir à ce qu'ils y feraient. On n'invite pas un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le pire est que chez nous, dans nos étangs, il a modifié ses appétits, alors qu'il est. Au lieu de manger honnêtement les plantes aquatiques, il est à peu près devenu carnassier. Il détruit les populations de poissons. Ce qui prouve qu'il faut être extrêmement prudent avant d'importer un nouvel animal quelque part. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, où vers 1913, on a acclimaté l'écureuil gris des États-Unis. Il s'y reproduit à toute allure, sans ennemi naturel pour le détruire. Et alors qu'il est, il ravage les forêts anglaises, dont il a par-dessus le marché fait disparaître le gentil écureuil roux, vous savez, le nôtre, qui ne faisait aucun mal. Les Anglais ont entrepris une campagne d'extermination dont le résultat était très faible. Et je ne vous parle pas des lapins qui ravagent l'Australie parce qu'on en avait débarqué 24 sur le Lightning en 1859. Alors qu'il est, ils occupent les 2 tiers de l'Australie et bouffent tout. S'il y a une conclusion à tirer de tout cela, Noël, je crois qu'elle est simple. Il faut être extrêmement prudent quand on transporte une espèce d'un continent à l'autre. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.